Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Parasites. La perturbation mise en œuvre. Le parasite ou l'art de faire fortune. Marion Hohlfeldt. Souvent entendu dans un sens péjoratif, le parasite est toutefois un organisme particulièrement doué dans l'art de l'adaptation et de la dissimulation. Il joue la position en imposant une relation à un autre organisme, para, dont il se nourrit, sigmatoo. L'usage d'une terminologie scientifique dans le champ de l'art peut de prime abord étonner. Mais il est des pratiques artistiques qui invitent à cet emploi, et qui, ce faisant, permettent de préciser la signification que l'on peut accorder à ce terme. De nombreux artistes font référence à un principe exogène en œuvre dans leur travail, assimilant leur démarche à des opérations de contamination, de piratage, de détournement, de perturbation. Le mot parasite permet alors de désigner le rapport que certaines stratégies artistiques établissent avec un milieu donné. C'est d'attitude plutôt que de statut qu'il relève alors. Le parasite agit et produit à partir de l'existant. Agent perturbateur immiscé dans un contexte qu'il travaille, il oppose à la création ex nihilo la pertinence des relations qu'il instaure. Cette négociation avec le réel questionne la capacité de l'art à repenser modalités d'usage et formes de résistance à travers la prise de contact avec ce qui lui est extérieur. Pratique plutôt qu'objet, le parasite se déploie par contamination, infiltration et dissémination au sein d'un milieu favorable dont il exploite les interstices et les espaces vacants, mettant au jour non seulement les qualités d'une œuvre plus ou moins clandestine, mais aussi les propriétés souvent inaperçues du lieu dans lequel il s'inscrit. Mimésis. La stratégie privilégiée du parasite est l'adaptation. Celle-ci peut consister en une imitation. En imitant l'organisme dont il se nourrit, le parasite crée l'illusion d'une conformité qui n'est pourtant qu'apparence. Et bien que le mimétisme ne soit pas tout entier parasitaire, il est ruse nécessaire au voleur, à l'étranger, à l'invité, il est un déguisement, un camouflage aux couleurs du milieu quand le milieu est l'hôte qu'il est autre. Jouant la mimésis, les formes contemporaines du parasitage s'inscrivent en cela dans la tradition de l'illusion qui articule la représentation d'un objet et la mise en vue des modalités de cette dernière. C'est ainsi que Max Imdahl insiste sur la différence entre la reconnaissance de ce qui est représenté et la perception de la représentation. Oscar Bachmann, quant à lui, nous rappelle que la dissimulation renvoie à la reconnaissance de la création comme force productrice de la peinture. Ainsi, elle met en évidence le processus de création à l'intérieur de l'image, alors qu'elle semble mettre en valeur l'imitation. C'est la démonstration de ce dont le travail du peintre consiste, far parere, faire paraître. L'illusion du parasite mimétique ne réside certes pas dans le fait d'attirer l'attention sur sa dissimulation, ne cherche-t-il pas bien au contraire à se camoufler? Mais sur ce qui se donne à voir via sa discrète intrusion. Jouer la position consiste à trouver un site qui lui sera profitable. Et ce bénéfice tient à la révélation du cadre dans lequel il s'immisce. Il devient la condition nécessaire à la création et plus il en est l'objet. Ce turnover paradigmatique que manifeste l'attitude artistique depuis les années 60 réside dans sa capacité de décevoir les attentes, de provoquer le malentendu, le sabotage. Doté d'une haute capacité à agir souterrainement grâce aux différentes formes de mimésis qu'il déploie, le parasite sollicite habilement le sentiment de déception de l'observateur, une fois l'illusion démasquée, le faire semblant laissant apparaître sa nature véritable. Streetwise 2002, de l'artiste néerlandaise Désiré Palmen est une performance urbaine qui relève d'une logique du camouflage. Elle illustre parfaitement ce hiatus entre ce qui est donné à voir et ce qui est révélé. L'artiste se tient immobile dans le champ d'une caméra de surveillance, vêtue d'un costume confectionné sur mesure aux couleurs de l'environnement dans lequel elle cherche à se fondre. Ce costume comporte certaines des formes de ce contexte urbain, angle de rue, passage clouté, poteau de signalisation. Du point de vue de la caméra de surveillance, selon un effet d'anamorphose, le corps de Désiré Palmen pourra être presque imperceptible, se coulant dans l'espace où il se tient, disparaissant sur le mode du caméléon. Si c'est la conformité quasi parfaite avec le lieu d'accueil qui d'abord est remarquable, le sens de la mimésis se déploie ici à bien d'autres titres.
Par la mise en œuvre de sa disparition sur l'image vidéo, Désiré Palmen nous questionne sur la mimésis sociale, notre adaptation aux règles imposées par la sphère publique et par la vie en société tout court. Elle se comporte avec modération, souligne Stéphane Römer. Et pourtant, ne pas être vu par les caméras de surveillance. Ne pas attirer l'attention dans la vie normale. Surtout ne pas s'écarter, est la base sur laquelle fonctionne ici le système des regards. Le parasitage artistique du lieu d'inscription reflète et révèle l'adhésion sociale à un système de contrôle, un profond formatage, dont les caméras de surveillance ne constituent que l'aspect le plus visible. En opposant de manière tangible adaptation sociale et résistance particulière, le parasitage expose aussi bien l'artiste que les conditions sous-jacentes régissant le milieu où il apparaît. Milieu. L'œuvre parasite profite de l'hospitalité involontaire d'hôtes mal armés contre les intrusions non identifiées. Celle-ci se niche en son sein et y prolifère avant de percer au jour, traduisant les failles de l'organisme dans lequel elles se sont immiscées. L'œuvre parasite ne réside pas seulement en une exploitation de zones vacantes, indéterminées. Elle procède à une mise en question de comportements socialement admis, par un contournement de l'usage. L'imitation formelle et le mimétisme social permettent ainsi un déplacement, un chiffre conceptuel dans la relation instaurée et produisent des interférences. Le terme d'interférence désigne bien la nature de l'action du parasite, être de la relation, selon Michel Serres. La superposition de deux systèmes de référence produit là un dérèglement plus ou moins tangible, capable de provoquer des emmerdements subversifs, pour parler avec Robert Filiou. En tant qu'œuvre contextuelle, l'œuvre parasite doit donc relever d'une certaine indétermination structurelle afin d'efficacement brouiller les règles. Au-delà du procédé artistique, cette indétermination participe de la non-identité de l'art dont parlait Théodore W. Adorno, laquelle est justement ce qui lui confère son pouvoir subversif. L'art échappe aux catégories formelles et perceptives, constitue une esthétique de l'obsolescence et de l'arbitraire et fait obstacle à toute forme d'assimilation et d'instrumentalisation. Le parasite manifeste cette attitude qui consiste à être à la fois dedans et dehors, à pratiquer l'adaptation dans le but de faire paraître. Pour l'œuvre intitulée The Landscape is Changing, 2003, Mircea Cantor a organisé dans les rues de Tirana un défilé empruntant aux usages de la manifestation politique. Ici, les participants portent, en guise de pancarte, des surfaces réfléchissantes. Dans cette œuvre qui ne fait que renvoyer l'image du milieu où elle se déplace, l'indétermination visuelle est exemplaire. Le parasitage met au défi le cadre de son apparition. Nulle revendication n'est affichée, comme s'il s'agissait de traduire une déficience démocratique et d'en faire état à une population dont le reflet se fragmente dans cette forêt de miroirs. L'adhésion au lieu de l'œuvre in situ tend à se défaire en faveur d'une mobilité qui privilégie des interventions souvent furtives, interrogeant le milieu, au sens que Jean Attali a voulu donner à la ville. Au lieu d'être l'objet et l'objectif d'une œuvre planifiée, celle-ci est devenue plutôt la condition, la donnée initiale et indépassable, c'est-à-dire le milieu à partir duquel se forme l'action urbaine et qui la tient sous son contrôle bien plus qu'il n'est dirigé par elle. Penser le lieu, penser le contexte en tant que milieu, c'est tenir compte des mutations non seulement de la condition urbaine à l'ère de la globalisation, mais aussi de pratiques artistiques cherchant à s'inscrire dans la praxis, dont émergent de nouvelles valeurs d'usage. Praxis. La reconsidération de la production artistique en tant que praxis se construit à partir de la critique institutionnelle des années 90. Bien que ce terme s'avère problématique, il a le mérite de porter l'attention sur le cadre, voire le cadrage de la création, non plus seulement au regard des lieux d'exposition et du marché, mais plus crûment, si l'on peut dire, au regard de l'institution art. Ainsi voit-on émerger méthodes de recherche, travail en équipe, élaboration de projets pour et avec la communauté, qui s'articulent, à l'instar des initiatives civiques, jusque dans des cogestions participatives et des démarches militantes. Ces nouvelles pratiques empruntent aux qualités du parasite dans la mesure où elles utilisent le mimétisme et le détournement en tant que moyen efficace d'une intervention artistique, que celle-ci ait lieu dans l'enceinte d'un site reconnu comme artistique ou pas. Museum Highlights d'Andrea Fraser de 1989 est l'un de ces parasitages de l'institution, revu comme cadrage d'un système de valeurs imposées.
La visite guidée qu'Andrea Fraser, dans la peau du personnage fictif de Jane Castleton, mène au Museum of Art de Philadelphie, détourne le vocabulaire de la pédagogie institutionnelle. Appliquant celui-ci aux objets non artistiques du musée, l'artiste s'enthousiasme ainsi devant les toilettes messieurs, ou bien présente avec éloquence le système de vidéosurveillance de la boutique du musée. En endossant le rôle prédéfini du guide, en déplaçant les conventions de la visite, son parasitage donne à voir le milieu qui accueille son intrusion. Le travail d'Andrea Fraser, écrit Pierre Bourdieu dans sa préface à l'édition des écrits de l'artiste, Museum Highlights, est capable de déclencher un mécanisme social, une sorte de machine infernale dont les opérations ont pour conséquence que la vérité cachée se révèle. En incarnant le rôle social qu'elle dénonce, l'artiste examine les conditions mêmes de la création, non seulement de l'art, mais aussi du sens donné. L'attitude parasite s'avère ici une posture inhérente à l'art. Sous des habits divers, mais toujours revêtue dans un but perturbateur, elle intercepte les liens entre les espaces et les personnes pour en capter tous les flux. Comme Tartuffe, le parasite est un observateur attentif qui capte jusqu'à l'absorber une situation, afin de mieux la détourner en sa faveur. Il paralyse, analyse, catalyse, comme le dit Michel Serres. Être de la relation, il niche au sein du système qu'il cherche à subvertir de l'intérieur. À l'opposé du révolutionnaire, il ne cherche pas la confrontation, ni le bouleversement violent, mais utilise la ruse, le mimétisme, le masque pour mieux démasquer. Il ne joue pas à être un autre, il joue au contraire à être le même, pour reprendre d'autres mots de Michel Serres. En bon tricheur, le parasite feint de se conformer à des règles qu'il ne fait en vérité que transgresser. Or, cette dissimulation temporaire ne cherche pas en dernière instance à tromper, mais à élucider la tromperie, tout comme une désillusion donnerait à voir ce qu'elle cache, déstabilisant par là même nos certitudes, nous ouvrant à la critique. Le parasite se déplace et se transforme selon la position de l'observateur, tour à tour devenant bruit ou message, perturbation ou possibilité non encore considérée. Il nous force à repenser les coordonnées du système de référence et ouvre ainsi, en avant-coureur, des espaces nouveaux. Dévolé ou le parasitisme par addition. Émeric Odegon. Dévolé ou le parasitisme par addition. Voilà un intitulé qui d'emblée peut paraître insolite tant il serait proche de l'oxymore. Il semble en effet impossible ou inenvisageable qu'il puisse exister une forme de parasitisme additionnel. Pour tout un chacun, le parasite est un être dont l'activité consiste essentiellement à ponctionner des substances chez un hôte. Ainsi, on pense communément qu'il agit essentiellement par soustraction. Il ponctionne des espaces, tire ses aliments du corps d'un autre, absorbe abusivement de grandes quantités de nourriture, mais jamais ne donne. Le pacte parasitaire est ainsi fait. Suivant un mode opératoire que l'on pourrait décrire comme étant soustractif, la vie du parasite est constitutivement organisée selon un principe de déséquilibre où, comme le dit Michel Serres, le parasite est celui qui établit un pacte injuste, au rapport des vieilles balances. D'un côté tout et de l'autre presque rien. Toutefois, au regard d'une partie de la création contemporaine qui ne se revendique pas comme étant parasite, mais qui pourtant n'en arbore pas moins les stratégies ou la quintessence, nous pourrions dire que l'addition et l'augmentation parasites, elles aussi, font partie de l'activité artistique contemporaine. La plupart du temps, il est question d'intrusion dans un système, dans un organisme, non pour prélever ou soustraire une quelconque substance, mais pour faire un don, pour déposer des objets, des corps étrangers. L'artiste, adepte du parasitage, inversera donc cette tendance consistant à prendre sans jamais rien donner. Il augmente, offre plutôt qu'il ne prend. Il ne décroche plus les œuvres des musées, il en ajoute clandestinement de nouvelles. Citons à titre d'exemple, André Cadre, qui installa entre 1970 et 1977 ses barres de bois colorées dans les expositions d'autres artistes, ou plus récemment, cet artiste anonyme qui accrocha secrètement ses peintures dans plusieurs grands musées new-yorkais. À cette esthétique du don, de l'augmentation peuvent s'associer d'autres types de manifestations que l'on pourrait requalifier de braconnage du quotidien. Dans ce registre, figure Gianni Motti qui en 2000, à l'occasion de l'exposition Transfert, allongea symboliquement un marathon de quelques mètres, ou encore l'artiste mexicain Gabriel Orozco, qui, pour offrir une perspective différente face à la platitude des conventions,
confronta un public lambda à de simples opérations de déplacements spatiaux et géographiques. Mais sans nul doute, l'œuvre intitulée Dévolé de Pierre Huyghe demeure l'exemple le plus flagrant de ce genre de parasitisme par addition. Datant de 1995, cette pièce se compose de 2 vidéos de 10 secondes chacune et fut imaginée à la suite d'une intervention télévisée du Premier ministre Édouard Balladur qui demandait aux Français de retrouver confiance dans les bienfaits de la consommation. En réponse à cet entretien, Pierre Huyghe réalisa 2 séquences dans lesquelles un homme, à l'apparence patibulaire, entre dans un grand magasin pour y déposer des corps étrangers. Dans la première, l'homme ôte son manteau puis le dépose sur les étalages. Dans la seconde, on le voit sortir un livre d'un sac plastique pour le placer sur une pile d'ouvrages. Ordinairement, lorsque l'on entre dans un supermarché, c'est pour tenter d'en faire sortir des marchandises, soit légalement, c'est l'achat, soit illégalement, le vol. Mais avec Pierre Huyghe, et c'est là que réside l'effet, l'action diffère. La circulation des produits se fait en effet, selon un tout autre système. Par l'opération effectuée par l'artiste, l'échange marchand se trouve ici contrarié, détourné de son champ habituel. Dans ce cas précis, le visiteur des supermarchés n'est ni client ni flâneur, ni voleur. Il est autre. Aucune publicité racoleuse n'aura d'emprise sur lui puisque dans le cas présent, il n'a nullement l'intention de remplir son réfrigérateur ou de profiter des offres promotionnelles. Bien au contraire. Il ne vient pas dans les grands magasins pour vider les rayons mais pour les remplir, pour pratiquer un don dérisoire et symbolique, à la fois témoignage d'une tentative de résistance, et micro-utopie effectuée au sein d'organismes culturellement connotés. Ainsi, Dévolé, ce serait marquer l'existence d'une économie parallèle ne reposant pas sur les principes de la société de consommation, ce serait symboliquement infléchir un autre mouvement au sein d'une économie principalement basée sur le profit. On rend un livre quand on a fini de le lire, on abandonne sa veste sur un cintre quand l'hiver est passé. Loin d'être un cas isolé dans l'histoire de l'art contemporain, le décalage du geste et la stérilité apparente de l'action dévolée ne sont pas sans rappeler d'autres interventions artistiques, elles aussi placées sous le régime du renversement de l'activité consommatrice. En 1997, Christelle Lheureux réalisa une vidéo-performance intitulée Careless Whisper. Dans celle-ci, on peut apercevoir l'artiste entrer dans un centre commercial puis y déposer l'une de ses productions artistiques, la panoplie du super-héros Buyer Winner. Comme Pierre Huyghe, elle aussi bouleverse la trajectoire du consommateur, N', allant pas dans les grands magasins pour faire ses courses, mais pour dévoler, pour clandestinement leur soumettre une production, pour déposer dans les rayons de jouets ses déguisements inédits, et ce, afin d'établir une rencontre improbable et miraculeuse entre une production artistique et un acheteur distrait. En somme, dans son action comme dans celle de Pierre Huyghe, le geste artistique dépasse l'entendement consensuel et l'artiste interroge, en quelque sorte en les dépassant, les pratiques sociales, désautorisant les représentations, les faisant entrer dans un nouveau régime qui ne serait plus celui de l'esthétique mais celui de la pratique et de l'usage. En résumé, pour ces artistes, dévoler consiste à faire un don aussi dérisoire qu'obsolète, à produire un véritable éloge de la perte au sein d'un système capitaliste qui ne pense qu'en termes de profit et de croissance. C'est d'ailleurs sur ce point, il me semble, que se justifie l'emploi du néologisme. Qu'est-ce que dévoler ? L'emploi du préfixe laisse penser qu'il s'agit du contraire de voler, démarquant et ayant valeur de négation et d'opposition. Mais dans ce cas, pourquoi avoir recours à un néologisme alors qu'il existe bon nombre d'antonymes de ce verbe ? Tout d'abord, parce que le vol fait partie intégrante de l'univers du supermarché et que réemployer le terme au sein d'un titre, c'est aussi connoter davantage l'action menée par l'artiste. Ensuite, parce que voler signifie soustraire frauduleusement, déposséder matériellement sans aucune contribution pécuniaire, constituant ainsi le parfait opposé d'acheter. Le méfait occasionne en effet une double soustraction. L'auteur subtilise l'article mais aussi une partie de la valeur coefficientée que la vente aurait normalement dû rapporter. Le néologisme répond donc strictement à l'inverse du verbe voler. Dévoler c'est bien plus que donner, car celui ou celle qui dévole offre non seulement un objet gratuit, mais aussi la rétribution supplémentaire que celui-ci rapportera en qualité de marchandise. Si cette analyse semble faire la lumière sur l'emploi du néologisme, paradoxalement il semblerait que, pas à pas,
nous nous éloignions définitivement de l'association au parasite. On pourrait encore concevoir qu'il puisse exister, au regard de certaines pratiques artistiques, une forme de parasitisme par addition, mais en aucun cas ce n'est le parasite qui contribue à l'épanouissement de son hôte. Inexorablement, le parasite est celui qui, par une action quelconque, cherche à tirer profit d'un hôte et non l'inverse. Or, dans le cas de l'œuvre de Pierre Huyghe et de Christelle Lheureux, le travail artistique s'éprouve comme une pure dépense, une perte qui d'apparence profite et renforce le système du supermarché plus qu'elle ne le renverse ou le déséquilibre. Mais ne nous y trompons pas. Alors que l'on pourrait penser que cette question du don et de la perte marque l'absence de perturbation, de la même façon, ce sont ces deux mêmes points qui semblent apparaître comme de véritables transgressions. Autant une telle apologie de la perte et du don nous semble anachronique dans l'économie occidentale, libérale et capitaliste, autant elle pourrait s'inscrire parfaitement dans les sociétés du potlatch, la même où le don sert les rapports sociaux et où il fait figure de catalyse sociale. Avec le potlatch, on donne pour soumettre l'autre. On lui offre plus qu'il ne pourra rendre, ou on lui rend beaucoup plus que l'on a perçu. En somme, on endette et oblige celui qui reçoit, le but visé étant explicitement de rendre difficile, sinon impossible, le retour d'un don équivalent. Le don potlatch, c'est témoigner d'une supériorité sur les autres par la prodigalité d'un présent, mais aussi, d'une certaine façon, ouvrir un cercle d'obligations mutuelles, puisqu'accepter de recevoir, c'est obliger à redonner, à rendre. Si dévoler se rapproche davantage des échanges pratiqués dans les sociétés du potlatch, incontestablement, cette action ne peut coexister avec l'économie occidentale et ses structures emblématiques. Même averti, il est évident que le supermarché n'est pas en mesure de rendre, encore moins de donner plus à une quelconque personne tentant d'établir ce genre d'échange. Pierre Huyghe montre donc que la pratique du don ne peut coexister avec l'un des développements de l'économie marchande capitaliste, rimant avec la logique du profit. Ainsi, comme le souligne Michel de Certeau, la politique du don peut aussi devenir une tactique parasite, car la perte qui était volontaire dans une économie du don se mue en transgression dans l'économie du profit, elle y figure comme un excès, un gaspillage. De manière symbolique ou conceptuelle, ces jeux de mouvement, ces opérations parasites montrent de ce fait combien il est possible de retrouver une dimension subjective dans l'anonymat et l'impersonnalité de la consommation, d'engager une liberté des pratiques à l'intérieur d'un univers où le consensus conduit à une certaine adhésion de l'objet, à une obéissance implicite aux impératifs économiques. En somme, dévoler, c'est rejouer le sens de la consommation en faisant l'apologie du don et de la perte au lieu de faire celle de l'achat, c'est se livrer exactement à ce que Michel de Certeau nomme les ruses de l'usager, la liberté buissonnière des pratiques. Selon lui, les systèmes de production et de consommation ne laissent plus aux consommateurs une place où marquer ce qu'ils font des produits. Cependant, et à l'image des actions menées par Pierre Huyghe et Christelle Lheureux, à ce type de production rationalisée, bruyante et spectaculaire, correspond une autre production qualifiée de consommation. Celle-ci est rusée, elle est dispersée, mais elle s'insinue partout, silencieuse et quasi invisible, puisqu'elle ne signale pas avec des produits propres mais en manière d'employer, d'utiliser les produits imposés par un ordre économique dominant. En résumé, les arts de faire se caractérisent par des feintes, des braconnages, de la clandestinité, une métisse dont le murmure est à la fois subtil et inlassable. Finalement, plutôt que de suivre le consensus de la consommation, cette forme de diktat comportemental, l'enjeu d'une action telle que dévoler serait de le refuser, de lui tourner le dos, de le déjouer en un nouveau mouvement. À l'image de ces ruses d'usagers, l'objectif d'artistes comme André Cadre ou Pierre Huyghe n'est-il pas de surprendre le système quel qu'il soit, non en le rejetant ou en le corrompant par l'usage d'actes délictueux, mais par la manière de l'utiliser ? Certainement. L'artiste est autre, à l'intérieur d'un système qu'il ne veut ou ne peut récuser. Il n'ébranle pas l'institution artistique ou commerciale mais lui échappe sans la ou l'équité, par la force des différences, en changeant simplement la façon de les ou l'appréhender. Dès lors, on ne peut véritablement concevoir l'œuvre de Pierre Huyghe comme une pièce profondément subversive. L'artiste ne s'y livre pas à corps perdu dans des actions à visée révolutionnaire, mais envisage seulement d'appréhender autrement notre société, par le biais de petits détournements. Comme pour répondre à l'analyse de Michel de Certeau,
si Pierre Huyghe et Christelle Lheureux ont introduit des objets, des corps étrangers au sein de superstructures, d'organismes programmés pour réaliser des tâches bien précises, c'était avant tout afin d'infiltrer puis de se servir de cette macro-organisation. À la fois pour disséminer un ensemble de corps étrangers, mais aussi pour effectuer un don dérisoire, rusé et silencieux, revendiqué comme un élément de parasitage du quotidien. À un degré supérieur, Umberto Eco nous raconte dans son article « La falsification et le consensus », extrait de La guerre du faux, comment, cette fois-ci, des étudiants californiens se sont véritablement adonnés à cette forme de subversion par addition. L'acte, bien plus dommageable que celui du dévoleur, mais néanmoins proche, consistait, au moment du règlement, à ajouter 1 centime au montant total de leur facture téléphonique. Ce don, aussi ridicule et minime qu'il puisse paraître, enraya tout le système de gestion de paiement de la compagnie téléphonique américaine. À chaque erreur, l'ordinateur devait interrompre son système d'encaissement, enregistrer la différence, effectuer un ordre de virement et établir un chèque d'un montant d'1 centime pour chaque créditeur. Ainsi, les auteurs de ce parasitage trouvèrent là une forme parfaite de désordre contestataire. Pour cela, ils eurent juste à détecter la faille, la vulnérabilité du système puis à insérer le grain de sable, l'information folle qui allait bientôt gripper l'ensemble de l'engrenage administratif. De son côté, les services de l'opérateur téléphonique ne pouvaient lutter contre cette forme de falsification. Il leur était impossible d'incriminer une personne qui payait ses factures, et encore moins au prétexte que celle-ci donnait plus. Le seul recours que put trouver la compagnie fut de diffuser des annonces télévisées, afin de dissuader les plaisantins et de réguler le système d'encaissement. On voit bien ici, dans l'étude de cette manifestation agitatrice, combien s'éprouvent les limites d'une action artistique d'une autre, d'obédience politique. L'efficacité de l'action engagée par ces étudiants californiens est effective et n'est plus à démontrer, alors que dans le cas d'une intervention artistique dite subversive, elle l'est rarement. Or, dans le cas des actions de Pierre Huyghe et de Christelle Lheureux, il faut se poser la question de la finalité d'une manifestation clandestine telle que dévolée. Si le dessein est de faire évoluer les comportements, les pratiques sociales, alors l'action reste sans effet. Personne ne s'aperçoit de l'existence du dévoleur, et la rare diffusion des vidéos dans l'univers des institutions artistiques ne peut suffire à éveiller chez les consommateurs de nouvelles formes de pratiques contestataires. De la même façon, si la volonté est avant tout de nuire au système, alors là aussi l'effet s'avère limité. Puisque l'objet raide accent aigu posé sur les étals peut être vendu comme marchandise, l'intervention, loin de fragiliser la grande distribution, aura au contraire pour effet de la nourrir, de l'entretenir plus que de la gangrener. Si subversion il y a, celle-ci est privée et s'éprouve en circuit fermé. Elle n'est subversive que conceptuellement, et symboliquement parlant. L'histoire de l'art connaît cependant au moins une intervention artistique, proche de dévolée, aux intentions manifestement militantes et aux effets quasi subversifs. En 1970, Cildo Merel dérouta des circuits commerciaux plusieurs objets et marchandises, bouteilles de Coca-Cola, billets de banque, pour y apposer des formules susceptibles de produire un effet politique, et les réintroduire ainsi modifiées dans le flux d'origine. Cette fois-ci, la démarche est imposée par le contexte. Cildo Merel réagit à un environnement institutionnel et géopolitique peu favorable. Le Brésil de l'époque, sous le régime dictatorial du général Castelo Branco, subissait une crise économique importante et connaissait une forte répression de la part de l'armée nationale. Dans ce contexte politique particulièrement difficile, où se mêlent indifférence à l'égard de l'art et censure, l'idée s'imposa à l'artiste d'opérer par le biais de voies dissidentes, d'avoir recours, pour éviter toute forme de coercition, à des stratégies justement dites parasitaires. Les circuits industriels et économiques devinrent ainsi pour lui une parfaite structure de diffusion de messages critiques et subversifs à l'encontre de la dictature. La répression des libertés politiques que celle-ci imposait ne permettait plus de s'exprimer librement au sein d'un circuit artistique traditionnel. Cildo Merel trouva donc, dans les produits de grande consommation, un nouveau système de pensée, idéal pour faire circuler des messages inconfortables, critiques, parallèlement aux informations contrôlées et diffusées par le pouvoir totalitaire. L'emploi de ces stratégies parasitaires
fournit un excellent moyen de parer à toute forme de censure et représailles. Placée sous le régime de la clandestinité, l'œuvre, non seulement échappait à tout système de contrôle mais surtout tendait à gagner en efficacité. L'artiste se servait en effet de la dangerosité et de l'inconfort effectif qu'acquéraient ces menaçants objets pour accroître leur vitesse de circulation. L'échange ne survenait plus seulement dans l'optique de la simple consommation, il devenait une nécessité indispensable, celle de se libérer de cette oppressante menace. Plus l'objet était une atteinte directe au pouvoir en place, plus il devenait potentiellement dangereux, circulant rapidement, passant de main en main à l'intérieur du système marchand. De cette façon, semblable au virus informatique qui s'insère dans un programme afin d'y entraîner des perturbations, l'œuvre se loge à l'intérieur d'un système d'information, se sert de son propre circuit pour se répandre comme un élément de désagrégation. Certes, Sildo Meirelles répond à la terreur par la terreur, mais il y répond efficacement. En somme, en œuvrant et en disséminant leur production au sein du système marchand, des artistes tels que Sildo Meirelles, Pierre Huyghe ou Christelle Lheureux réussissent là ce que le parasite sait le mieux faire. Une fois détectée une faille dans un système, il est aisé d'en exploiter les logiques, de détourner les circuits existants à ses propres fins. Soit pour organiser et ritualiser, par son travail, un nouveau rapport au monde, soit pour prendre à contre-courant l'information et à contresens les modalités d'un système. On peut dès lors imaginer qu'en dévolant, le dessein général d'artistes comme Sildo Meirelles ou Christelle Lheureux demeure, sans nul doute, celui de l'accessibilité à la grande distribution. L'artiste des voleurs, comme le parasite, cherchera à se brancher aux lieux profitables, à l'intersection des relations, dirait Michel Serres. Une fois l'infiltration et l'acquisition de lieux profitables effectués, ils peuvent alors soumettre au plus grand nombre une production originale et singulière, miraculeuse et improbable. Comme les parasites, ils auront utilisé un système entier à leur propre compte, parce qu'obstinément ils aiment être intercepteurs et passagers forcés d'un hôte non consentant. La pratique de l'insert, quand l'espace publicitaire devient lieu d'exposition. Marie Boive. Associée à l'art contemporain, notre appréhension de la notion de parasite est ambiguë. On aime dans cette idée celle d'une immixtion dans ce qui serait les affaires des autres, au cours de laquelle il s'agirait pour l'artiste ou pour l'œuvre, à la fois d'échapper au milieu dans lequel on voudrait bien le cantonner, l'art, et d'ancrer son action critique dans une réalité. D'un autre côté, il est difficile pour qui croit en un pouvoir de l'art contemporain d'accepter l'idée de l'artiste comme celui qui ne donne rien, ne produit rien utile, mais vit aux dépens de contribuables, institutions. À y regarder de plus près, la figure de l'artiste comme parasite ou comme producteur de parasites semble difficilement recevable, si on en reste à la définition stricte issue du domaine biologique. On ne parle en effet de parasitisme que lorsqu'un organisme non seulement vit aux dépens d'un autre, mais en plus lui porte préjudice. Dès lors, s'il y a parasite, il y a nuisance, et s'il y a nuisance, tout sera mis en œuvre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.